Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Critic Man spécial cinéma. On va voir peut-être des petites pépites à découvrir, des films à éviter. En tout cas, vous avez bien évidemment le sommaire interactif en dessous qui vous permet de naviguer. S'il y a quelques films qui vous intéressent, paf, vous pouvez aller directement à celui qui vous intéresse. C'est parti pour 7 films à un rythme endiablé avec La tête haute d'Emmanuel Berco qui est sorti en 2015. Très immersif et prenant malgré un sujet difficile, par sa qualité de captation un peu comme un documentaire. Du coup on a des acteurs au top, belle qualité d'écriture pour montrer un peu toutes les facettes des différents personnages, ce qui éveille notre empathie et permet d'aller au cœur du ou des problèmes. Notamment parce que le film ne juge pas, il constate. En tout cas c'est un 4 étoiles, allez voir ça. Ensuite Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet sorti en 1991. Univers de dingue qui fourmille d'idées un peu partout et de trouvailles visuelles. On a cette sensation qu'on pourrait vivre dans ce monde tellement jubilatoire. Par contre, ça donne une sensation un petit peu plus brouillonne au niveau de l'intrigue. Pourtant est simple, on a une espèce de sensation de chaos, sûrement dû aussi au fait qu'il y a beaucoup de personnages. En tout cas, ça suinte le cinéma, c'est un 4 étoiles, j'espère que vous l'avez vu, sinon courez aussi le voir. Ensuite, Le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud qui est sorti en 1980 seulement, puisque c'est un film qui a commencé à être développé dans les années 60. Bref, un projet pharaonique qui développe aussi un univers de dingue. C'est un projet qui était sûrement en avance sur son temps, qui a une influence énorme dans le monde de l'animation. Mais donc en le revoyant, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait sa spécificité en dehors de son univers? C'est cette façon de jouer sur les silences, qui était très particulier à l'époque dans l'animation. Il fallait tout le temps que les personnages parlent, soit très rythmé parce que ça venait du cartoon. Là, il y a beaucoup de silence et les personnages font quand même énormément de choses, disent beaucoup de choses quand ils ne parlent pas et que simplement ils sont en train de se déplacer. Donc grosse atmosphère, plein de thématiques abordées, et malgré les scènes où le rythme baisse un petit peu, notamment la fameuse scène des lions, c'est un indispensable 4 étoiles, Le Roi et l'Oiseau, il faut voir ça, ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Ensuite j'ai vu Dragon 2 de Dan Deblois qui est sorti en 2014, on reste dans l'animation. Alors forcément c'est un peu moins marquant, difficile d'être aussi surpris que devant le premier, pour autant c'est encore bien mené, il y a des thèmes moins forts, mais le côté aventure très dense, avec pas mal de rebondissements, et en fait ça fait plus la sensation d'une extension du premier que vraiment une suite. Moins fort, moins marquant, mais ça reste très sympa, avec une certaine personnalité. Donc on est sur un petit 4 étoiles quand même. Ensuite j'ai vu Saltan à l'hôtel El Royal de Drew Goddard qui est sorti en 2018. Ah c'est tout frais. Pur kiff de cinéma. Mise en scène extra réjouissante. En même temps c'est un film qui prend son temps, qui met en place ses personnages, qui sont autant de surprises, qui viennent aussi de l'intrigue. Un bon équilibre justement entre des longues scènes de dialogue et des moments un peu plus action. C'est pour ça qu'on est tout le temps maintenu dans une espèce de suspense sans que tout peut basculer. Au final il manque peut-être un petit truc au niveau du propos, mais les 2h20 passent toutes seules et en plus la photo est d'une beauté époustouflante. Donc 4 étoiles, encore une belle gourmandise de cinéma. Ensuite, Ni juge ni soumise de Yves Inan et Jean Limon qui est sorti en 2017. C'est un film documentaire au centre duquel nous avons un personnage, une personne extrêmement haute en couleur qui est presque comme un personnage du coup, et qui en quelque sorte est tout le sujet du film. Jean Limon d'ailleurs il fait partie des créateurs de Striptease, l'émission, vous voyez, il y a un lien comme ça, cette émission belge. Et cette fois on découvre les coulisses de la justice. Assez fascinant. Le film reste plutôt neutre donc on peut juger nous-mêmes des décisions qui sont prises. Ça c'est très agréable, on comprend la difficulté. Oula, la fin du monde. On comprend la difficulté de rendre un verdict. Par contre, au niveau intrigue, il y a quelque chose d'un peu insatisfaisant parce que vous avez une affaire policière qui est suivie comme ça au fur et à mesure, en fil rouge. Il n'y a pas vraiment de conclusion. On reste sur sa fin. Le film s'arrête. C'est pour ça que même si c'est très intéressant, je reste à 3 étoiles. Bah oui, de temps en temps, faut sanctionner des sensations comme ça désagréables. Non mais alors. Et enfin, L'An 01 de Jacques Doyon qui a bénéficié de la collaboration de Alain Resnais et de Jean Rouge qui est sorti en 1973. C'est un film à moitié ovni dans sa structure, son style. On pourrait croire presque un documentaire, mais en fait c'est plein de petites scénettes. C'est peut-être parce qu'elles ont cette sensation un peu improvisée parfois dans les dialogues en tout cas, et quelque chose d'assez spontané. En tout cas en termes d'idées et de discours c'est très intéressant. C'est encore vraiment d'actualité, on est sur l'idée d'une révolution. L'an 01, on repart, allez. On a des manifestations de centaines de vélos. Ah tiens, ça fait faire penser à des choses qui se font actuellement. Déjà rien que ça c'est tout à fait fascinant. Les problématiques étaient les mêmes. Et encore à l'époque c'était beaucoup moins violent. On a continué à aller dans la même direction, merde. Quand je parlais un peu d'improvisation, du coup ça mène du flottement aussi dans le film. Et c'est lié à un ton libre et foisonnant, donc c'est pas illogique. Et puis à la fin, bah t'as envie de changer le monde, t'as envie de potentiellement changer ta façon de vivre, donc ça c'est assez puissant, donc c'est un 4 étoiles, je vous le conseille aussi. J'ai de la chance, j'ai vu que des films cool. Un très bon mode express, je vous conseille tous les films. Ni plus ni moins que ça. Alors en salle, on va voir si ça s'est passé aussi bien. On commence avec le Green Book de Peter Farrelly qui est donc sorti en 2018. On est sur un sujet casse-gueule puisque ça aborde l'idée de racisme, une forme de ségrégation. Le fameux Green Book d'ailleurs, c'est donc ce livre qui permettait de choisir des hôtels et des restaurants où les noirs étaient acceptés, donc il s'échangeait ce petit bouquin, une sorte de guide du routard pour les noirs. Et ce qui est pas mal foutu dans le film justement, ça peut être très casse-gueule comme sujet, et vite devenir un peu consensuel et
pas très intéressant, finalement, en parlant de ce sujet, juste comme prétexte à de la bien-pensance, si vous voulez. Justement là, les personnages ont plusieurs facettes, encore une fois. Ah tiens, il y a de la profondeur, et tout de suite les choses sont plus intéressantes, c'est marrant. Le duo Mahershala Ali et Viggo Mortensen fonctionne très bien. Le casting est parfait. D'un côté on a le prolétaire, d'un côté on a la personne lettrée, d'un côté on a le blanc, d'un côté on a le noir, d'un côté on a le raciste, d'un côté on a quelqu'un qui le subit. Comme on découvre les préjugés et les torts des deux côtés, bah, ça nous permet aussi à nous, déjà le film ça le rend dynamique. On n'a pas cette sensation, vous voyez, d'un discours qui est déjà préécrit et qu'on nous impose. Ça t'amène toi à réfléchir et à faire tes propres conclusions. Alors bien sûr, en toute logique, on va plutôt dans un sens progressiste, mais le film reste à un niveau assez humain, notamment par son humour, qui est bien distillé, parce qu'on pourrait peut-être basculer sur un truc trop rigolard. C'est pas un film comique du tout, hein, mais quelque part, on prend pas trop ce sujet au sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. On peut se permettre de lancer un pic, etc. Je pense que c'est ça qui donne un ton qui n'est pas péremptoire ou moralisateur. Et c'est très important sur un tel sujet. En plus, il y a ce petit côté road movie qui vient donner légèrement une sensation, un contexte d'aventure, entre guillemets. Et je pense que ça aide aussi le film justement à pas tomber dans les travers de ce genre de gros sujets sociaux. Ça fait partie des qualités, le film est super bien rythmé, je trouve. Et il t'amène, je trouve, sans t'imposer une forme de bienveillance. Donc vous l'avez compris, c'est un très beau film qui mérite ses 4 étoiles. Et si vous n'êtes pas allé le voir au cinéma, je vous conseille de trouver un moyen pour vous le voir. Hein, il va bientôt débarquer, sûrement en VOD. Ensuite, j'ai vu 16 levées de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff qui est sorti en 2018. Je me demande si je parle pas trop vite depuis le début, là, que je suis à moitié surexcité. J'ai l'impression que je suis resté en mode express. Il y a pas mal de films, hein, c'est peut-être pour ça. Et il s'agit de suivre Thomas Pesquet, notre fameux astronaute, dans la station internationale. Ouh, c'est un film que j'ai vu avec rencontre du réalisateur juste après, qui peut éclairer sur ce qu'il a voulu faire, parce que finalement, quand on a vu le film, je pense pas qu'on puisse totalement deviner ses intentions. En fait, on vit... Alors c'est très particulier, c'est un film documentaire, mais le réalisateur n'est pas présent pour prendre les images, vous vous doutez bien, à la station internationale. Mais donc Thomas Pesquet s'est prêté à l'exercice, et il avait quelques heures de libre, parce que forcément ils ont énormément de choses à faire, quelques heures de libre pour pouvoir filmer potentiellement des plans assez précis qu'on lui demandait. Donc ça, c'est assez marrant de découvrir, si vous voulez, l'envers du décor. L'idée, c'était un petit peu de rentrer dans l'esprit de Thomas, et de ne pas faire un film en mode description précise de quelle est la vie dans la station internationale. C'est un parti pris un peu particulier, puisque à part quelques personnes qui sont allées là-haut, nous ne savons pas précisément comment se passe la vie dans la station. Donc comme on ne sait pas comment ça se passe, et que là on nous fait une espèce de truc en creux, si vous voulez, on a beaucoup de temps mort, de petits délires, ça crée une ambiance très particulière, ça faisait partie de l'idée du film. Mais du coup, on a une fausse sensation que les mecs sont en train de glander là-haut en permanence. Et moi j'ai senti un espèce de tiraillement entre l'envie de faire quelque chose d'un peu particulier, différent, ce qui est louable comme intention, mais dans l'exécution on le sent pas trop. Le film il dure quand même 2 heures, alors il y a quelque chose forcément d'assez fascinant quand on voit des images comme ça. Des petits bonhommes dans cette petite station et par les hublots on voit la Terre. Moi c'est quelque chose qui me parle. Pour autant il y a une espèce de sensation un peu de platitude. Par exemple une espèce de pseudo fil rouge avec le Petit Prince. Alors j'ai regardé il y a pas longtemps, je vais vous en parler de la série Mars, où ils évoquent encore le Petit Prince. C'est dingue, c'est du coup un cliché, ça manque de personnalité. Et surtout, comme je disais, comme on a pu avoir le réalisateur qui vous expliquait ce qu'il voulait faire, quand il disait qu'il voulait être dans la tête de Thomas Pesquet, j'ai pas du tout eu de cette sensation-là. Au contraire, on a l'impression de flottiller dans cette station, de vivre comme ça des moments un petit peu de silence, des moments où il se passe rien, et d'avoir quand même un certain zoom sur Thomas Pesquet au milieu des autres, parce qu'on voit quand même intervenir les autres astronautes. Donc on sent un petit zoom un peu plus sur lui, mais c'est tout quoi. J'ai pas du tout l'impression d'être à l'intérieur de lui, de ce qu'il pense. On l'entend jamais exprimer ses sensations, etc. Donc c'est un film assez particulier, mais je trouve qu'il rate sa cible, et c'est pour ça que moi je lui mets 2 étoiles, et vous pouvez passer à côté, hein, à mon humble avis. Il y a tellement de films. Ensuite, j'ai vu Convoi exceptionnel de Bertrand Blier qui est sorti en 2019, il est encore tout frais. Nous suivons donc, vous avez pu le voir dans la bande-annonce, Christian Clavier et Raymond Depardon, pas du tout, Gérard Depardieu, qui se retrouvent en mode un peu méta, ils ont un scénario, ils doivent suivre le scénario, du coup leur vie est pilotée par ce scénario. L'idée est marrante, au début il y a ce truc... mais malheureusement, elle est un peu oubliée. J'ai cette sensation au cours de route. Ils en font toujours mention, des histoires de « Ah, toi, t'as ton scénario ou pas ?» J'ai l'impression qu'on s'est détaché de ce truc, on est parti presque dans un autre film, qui oubliait cette mécanique qui était très bien, dans quelque chose d'un peu absurde, un peu surréaliste. Ce genre de mécanique, je trouve, ça permet aussi de se raccrocher, d'avoir une espèce de cadre. Et là, je trouve ça flottille, cette histoire. Clavier et Depardieu sont absolument excellents, ça c'est cool. Je trouve presque le personnage de Depardieu un peu en retrait, c'est un peu dommage. Notamment Clavier, il a un putain de
monologue. Là tu fais waouh, on peut penser ce qu'on veut de ce mec, mais il y a du métier derrière en tant qu'acteur. On pourrait dire un plan séquence, un monologue super long, sans cut, sans contre-champ, pas besoin, t'es hypnotisé par le truc. Donc ça fait partie des qualités du film et qualités des acteurs, que le film est à moitié décousu. Une espèce de kaléidoscope, c'est des scénettes si vous voulez, qui s'enchaînent. Hop, t'as un personnage comme ça qui apparaît, qu'on connaît pas, il a une petite scénette, puis il disparaît complètement. C'est difficile de réaliser quelque chose de dense, de tenu avec ce dispositif. C'est là où j'ai l'impression qu'il y a plusieurs idées, mais il n'y en a pas une qui ressort. Pour moi, hein, humblement, il fallait soit garder cette mécanique du scénario, d'aller au fond, d'aller vraiment écrire une histoire avec ça, d'aller loin peut-être dans l'idée du méta, etc., et de s'attacher aux deux personnages. Bien sûr, je ne dévoile rien de très précis. Soit à la limite partir sur cette idée de film sketch où on a deux personnages qui traversent une ville et qui font des rencontres et à chaque fois on a une scénette liée à cette personne, à la limite. Mais peut-être les deux en même temps font que il y a quelque chose qui se disloque. Alors je me suis pas ennuyé, bon le film est assez court, il fait 1h20 et quelques, mais en même temps à la fin, une espèce de truc d'insatisfaction, ça se finit vraiment brutalement. Tu dis il y a rien de résolu, il y avait pas vraiment de problématique finalement. Une espèce de florilège comme ça, mais non, ça marche pas. Ça marche d'une certaine manière, comme je disais, je me suis pas ennuyé. Mais en termes de raconter quelque chose et à la fin de te laisser une sensation, bah non, ça marche pas. Donc je reste à 2 étoiles, bah oui. J'espère qu'il va refaire un film plus rapidement parce que ça faisait longtemps qu'il avait pas tourné et peut-être ça explique, ou peut-être parce que monsieur est très âgé quand même. Il s'en fout peut-être du spectateur, je sais pas. Et enfin au cinéma, je suis allé voir à ma vie avec John F. Donovan de Xavier Dolan qui est sorti en 2018. Nous suivons donc cette histoire intrigante entre un gamin qui a une correspondance avec une star d'une série télévisée. Personne normalement qu'on ne peut pas atteindre, et bien là par la lettre il se passe quelque chose. Nous allons vivre en parallèle le gamin et Monsieur Donovan. C'est déjà un premier élément assez particulier, on a ce parallélisme en permanence. Dans les films de Dolan, d'habitude les personnages sont tous bien ensemble, dans la même temporalité, dans le même lieu, etc. L'idée c'est que le lien se fait par le courrier, mais je trouve que dans le film on ne ressent pas en fait le lien entre les deux personnages. On le sent peut-être du côté du gamin, mais de Kit Harington, on ne sent pas, on ne sait pas du tout ce qu'il pense de ce gosse. Je pense que c'est pour ça que du coup on n'a pas de sensation de lien. Clairement ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'au bout de 40 minutes, 1 heure, il y a une scène un petit peu un peu d'engueulade machin, et ça m'a réveillé en fait. Et du coup je me suis rendu compte que depuis le début j'étais dans une espèce d'apathie, parce que le film est plat. Une sensation un petit peu de je refais tout le temps le même film, j'utilise la musique de la même manière, quelque part on voit le style, d'habitude on est pris dedans, on voit pas particulièrement, là on le voit parce que on se fait un peu chier, parce que c'est plat, ça fait une espèce de sensation banale, parce qu'on ne rentre pas du tout dans les personnages. Du coup, tous les éléments stylistiques, on les voit ressortir, et puis on est un peu habitué à sa façon de faire. Même dans Juste la fin du monde, que j'ai trouvé un peu trop énigmatique, il y avait au moins cette espèce de sensation, de rythme, un peu comme dans, je disais, Convoi exceptionnel, de rythme au niveau entre les personnages. On est pris à quelque chose d'immersif, et donc là, dès le début, t'as une espèce de truc, tu sens que tu rentres pas dedans. C'est son premier film anglophone, est-ce que ça a un problème à ce niveau-là pour diriger les acteurs anglo-saxons? Vous avez notamment Tandy Newton, la meuf, la journaliste. Je trouve qu'elle avait beaucoup de tics un peu qui viennent de la partie un peu mécanique du cinéma américain, Hollywood, dans les séries, etc. Elle en faisait trop, elle avait pas besoin des fois. Elle avait une certaine subtilité, tu comprenais des choses à travers les émotions qui transparaissaient sur son visage. Et hop, on rajoute un tic de visage pour bien que t'aies compris. Il y a ce côté lourdingue, parfois inutile. Et en même temps, je trouve des choses plus subtiles qu'on peut imaginer à travers cette histoire qui passe pas du tout. C'est raté, c'est un 2 étoiles et je vous le déconseille aussi. Peut-être qu'à force de succès, au bout d'un moment, on prend un peu la grosse tête, ou on s'essouffle, ou manque d'inspiration, on enchaîne peut-être trop, hein, monsieur Dolan. Peut-être prendre le temps un petit peu de vacances, de respirer, d'aller à la pêche, d'aller faire caca, je sais pas, mais besoin de s'aérer, de se réénergiser, clairement. Eh bien, ce mois-ci, et j'ai l'impression que ça arrive assez régulièrement, le top, c'est un documentaire, The Wolfpack de Crystal Moselle, qui est sorti en 2015. Vous avez peut-être entendu parler d'elle récemment, parce qu'elle a sorti Skate Kitchen, je ne l'ai pas vu, c'est sur des skateuses, je crois que ça se passe en France, hein, à Paris. Bref, là, je veux pas vous en dire beaucoup, parce que il y a énormément de plaisir dans la découverte, notamment le film au début te fait entre guillemets une fausse piste. On suit une famille. Je vais être très délicat dans les mots que je vais utiliser. Il faut le voir.
Il faut le voir, c'est une putain d'expérience. On suit une famille et dans la dynamique entre les différents membres de cette famille, au début on peut imaginer des choses, le film joue un petit peu avec, avant de dévoiler la réalité de ce qui se passe. Ça va être très difficile là de vous en parler, vraiment. je réalise parce que vraiment je veux pas vous gâcher le plaisir de la découverte. C'est un 5 étoiles, c'est absolument fascinant. Alors voilà, j'ai dit ça, je vous ai peut-être gâché parce que du coup vous attendez à quelque chose d'extraordinaire et puis peut-être que ça va pas vous marquer autant que moi. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a une bonne manière justement, je parlais de comprendre quel est le centre du film, du sujet. Il y a une bonne manière de délivrer les informations, un ordre je trouve qui est judicieux, qui vous permet justement de vous amener à penser en changeant peut-être de vision. Il y a des strates comme ça. Si on balançait ça trop tôt ou si on enchaînait tout ce bloc là, peut-être que voilà, il y aurait pas tout ce truc mental qui est vraiment excellent. Au-delà du sujet en lui-même qui est vraiment chouette. Donc ça c'est la marque d'un bon film quand ça te permet de changer ton point de vue sur potentiellement des personnes ou des personnages. Bon là c'est carrément des individus réels. Le rythme aussi est bien équilibré, vous avez un mélange avec des images d'archives, des images plus récentes, ce qui fait que ça devient à moitié hypnotisant et tu te sens pris dans l'univers de cette famille si vous voulez. J'avais cette sensation que c'est bon, là je suis pris dans un espèce d'état d'immersion encore une fois, où ça peut durer des heures. Vous voyez, le temps en fait disparaît, la sensation de temps disparaît et ça c'est le signe des très bons films, hein. Surtout pour quelqu'un comme moi qui a plutôt du mal à lâcher prise. Donc, je vais pas en parler plus longtemps parce que voilà, The Wolfpack, comme la meute en français, voyez-le ce documentaire. Vraiment, je veux vous garder un maximum de surprises. Vous me faites confiance ou pas? Vous me faites confiance? Vous me direz après si vous avez pu le voir, si c'était une bonne idée de rien raconter. Eh bien cette fois ce ne sera pas un documentaire, c'est Tu vas rire mais je te quitte de Philippe Arel qui est sorti en 2005. Pourtant au début c'était assez chouette, c'est-à-dire qu'on suit Judith Godrèche qui veut être comédienne et qui a du mal. Du coup on voit un petit peu les coulisses du cinéma, ça c'est assez chouette. Mais je trouve que le film est une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est ni très drôle, ni très intéressant. Il m'a manqué peut-être un angle un petit poil plus défini, plus précis sur un sujet. C'est-à-dire que j'ai un peu la sensation qu'il y a une situation de départ qui est mise en place. Ensuite, une espèce de boucle sur des relations amoureuses qui sont liées en partie avec cette situation de départ, mais que en partie. Et à la fin, la problématique de début se résout un petit peu en Deus Ex Machina. Du coup, je trouve qu'il y a un problème d'écriture. Un des sujets principaux, c'est quel est l'amour et comment on peut s'enticher de quelqu'un. On peut croire que là, c'est la bonne personne pour une raison peut-être en dehors même de l'amour, une raison un peu pratique peut-être. Et puis finalement, on a l'exemple d'un amour peut-être plus profond, mais je trouve que ce truc-là, il est un peu vite fait dans un coin. Ça fait trop survoler quelque part, alors que ça pouvait être très intéressant. Après, je dis pas que c'est évident à trouver les bonnes situations, etc. Mais je trouve que notamment le plan de fin, il est assez révélateur là-dessus. C'est-à-dire que c'est peut-être le plan le plus chiadé du film. Le plan en lui-même, techniquement, il est assez beau. Mais sur ce que ça peut signifier, je comprends pas le rapport au film. On a l'impression d'isoler le personnage, de le perdre dans quelque chose, alors que quelque part, il vient de se trouver. J'ai presque l'impression que ce plan-là, il serait mieux au début. Comme s'il y avait ce sujet qui tourne autour du cinéma, parce que Philippe Arel, d'ailleurs, il joue son propre rôle dedans. Vous voyez, il y a un petit délire comme ça. Et les situations amoureuses, moi, j'ai pas trouvé que ça se connectait bien, en fait. Je pense que c'est ça qui fait que ça flotte un peu. On a l'impression qu'on a ce truc de trouver un travail en tant qu'actrice. Ensuite, on enchaîne sur moi en tant que femme, j'aimerais bien trouver quelqu'un dans ma vie. Alors oui, il y a des petits liens, mais qui sont trop ténus, je trouve. Et puis ensuite, paf, on résout le problème. Il faut que j'arrive à trouver des rôles, quoi. Je trouve qu'il y a un curseur qui est mal placé. Du coup, c'est le flop du mois, 1 étoile. Et par contre, Philippe Arel, je vous conseille La Femme Défendue. Je l'ai vu il y a longtemps, donc mais il y a un dispositif qui est très chouette. Et là, j'étais hypnotisé par ce film parce que je crois que j'étais tombé dessus par hasard et je l'ai regardé jusqu'au bout. Et bien voilà pour les films du mois. Il me reste à remercier expressément les tipeurs. Merci à vous pour votre soutien, bien entendu, c'est pas uniquement pour cette émission, c'est un soutien global. Il y a aussi le podcast Toutes les idées qu'on fait toutes les 2 semaines, et puis d'autres projets que je développe. Il y a un long métrage qui vient de sortir, forcément, ce sont des choses qui prennent beaucoup de temps, qui sont invisibles depuis YouTube. Donc merci beaucoup, et puis on se retrouve bientôt pour la version série de Critic Man. Ciao! Je n'ai besoin de rien d'autre pour commencer. Si, les fameuses lunettes, mais c'est infernal. Ça va devenir une légende urbaine. Est-ce que vous qui avez des lunettes, si vous faites des vidéos, vous pensez à nettoyer que au moment où vous appuyez sur record? D'ailleurs, là, j'ai carrément une croûte. Ça va pas du tout. Une croûte. Comment on fait pour avoir des croûtes sur ces lunettes? Quel type de vie on peut mener pour en arriver là? Je vous le demande et je me le demande parce que c'est pas ce que je veux, moi. Je replace mon micro. Il veut pas circuler. C'est moi qui dirige, c'est pas le matériel qui dirige, c'est moi qui dirige.